Salut tout le monde, c'est Priscilla, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo paranormale. Et oui, je suis sans Med. Donc aujourd'hui on va parler d'un film qui a été inspiré d'un livre qui a été inspiré de faits réels. Donc ce film-là il est sorti en 1981. Et oui, ça fait longtemps, mais c'est l'un des films qui a marqué l'histoire. Donc on va en discuter, puis à la fin de cette histoire, on va se faire un petit résumé. Je vais vous faire un petit résumé, mais pas entier. Du coup, ce sera à vous d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Ici se trouvera de temps en temps des petites annotations. Pensez à les lire, c'est très important pour suivre l'histoire. L'emprise, la vraie histoire. Le film L'Emprise, ou The Entity, d'où son véritable nom, réalisé par Sidney J. Furie en 1981, est l'un des films des plus dérangeants et les plus effrayants qui soient. Il est inspiré d'un livre de Frank De Felitta, publié en 1978. Le roman raconte de façon détaillée l'horrible expérience dont fut victime Doris Bitter, qui habitait à Culver City en Californie. Voici son histoire, réalisée par différents protagonistes présents au moment des faits. L'enquête du docteur Kerry Keynor. Le 22 août 1974, Barry Taff et Kerry Keynor, deux médecins qui effectuaient des recherches sur les phénomènes paranormaux, discutaient de leurs dernières enquêtes dans une librairie de Culver City lorsque Doris Bitter entendit leur conversation. La jeune femme s'approcha d'eux et leur expliqua que sa maison était hantée. Elle les supplia de l'aider. Les chercheurs écoutèrent patiemment son histoire, qui leur parut pour le moins fantaisiste. Mais ils acceptèrent néanmoins de mener une enquête par acquis de conscience. Ils ne se doutaient pas encore qu'ils allaient être les témoins de l'un des plus fameux cas de l'histoire du paranormal. Doris Bitter, McGowan, de son nom de jeune fille, venait d'une famille de classe moyenne supérieure, mais ses parents étaient tous deux alcooliques, et ils n'avaient pas pu lui offrir l'enfance qu'elle espérait. À l'âge de 10 ans, Doris les avait suivis en Californie, dans le Midwest. Mais quelques années plus tard, durant son adolescence, la jeune fille avait eu une sérieuse altercation avec sa famille, qui l'avait alors reniée. Pendant des années, elle avait perdu tout contact avec eux, puis ses parents étaient morts, et tous leurs biens avaient été légués à son frère. Mère célibataire sans argent, Doris avait dû se débrouiller toute seule. La jeune femme avait enchaîné les mariages ratés, connaissant également quelques aventures qui n'avaient pas duré. Elle avait donné naissance à 4 enfants, tous de pères différents. La vie était difficile. La famille Bitter évoluait dans la pauvreté et Doris noyait souvent son chagrin dans l'alcool. Le docteur Taff et Keynor se rendirent au 11 547 Braddock Drive le jour même. Doris était une femme dans la trentaine, mère célibataire qui habitait avec sa fille et ses 3 fils. Sa fille avait 6 ans et ses garçons, avec lesquels elle semblait entretenir une relation conflictuelle, étaient âgés de 10, 13 et 16 ans. La maison était mystérieuse. Elle avait même été condamnée à 2 reprises par la ville. Et les conditions de vie de la famille Bitter étaient sordides. Lorsqu'ils pénétrèrent à l'intérieur, les enquêteurs ressentirent une étrange sensation de surpression dans les oreilles.
Doris leur expliqua que peu de temps après leur installation dans la maison, elle avait entendu taper à la porte. Lorsqu'elle avait ouvert, elle avait été surprise de voir une vieille femme mexicaine se tenir dans l'entrée. Elle avait peut-être dans les 70 ou 80 ans, et elle semblait sinistre. La femme lui avait déclaré « Vous devez partir d'ici. Je vivais ici autrefois, dans cette ancienne maison, du temps où c'était une ferme et où j'étais une petite fille. Il y a quelque chose de très mauvais ici. Cet endroit est hanté. Vous devez partir. » Puis la vieille femme s'était éloignée sans plus d'explication, ce qui avait particulièrement agacé Doris et son fils aîné. Les premiers phénomènes avaient commencé quelques mois plus tard. Elle ignorait si cette visite avait un lien avec ce qui leur arrivait, mais les enquêteurs en prirent bonne note. Tous les enfants avaient vu ou entendu des choses dans cette maison, des choses qui n'avaient rien d'habituel. L'un des garçons avait été giflé par une main invisible. Un autre avait buté contre une entité dans le couloir et tous connaissaient l'esprit qui rôdait dans la maison, qu'ils surnommaient M ou hostile. Ils expliquèrent au docteur Taff qu'ils l'avaient aperçu à de nombreuses reprises et qu'il était responsable d'un grand nombre de phénomènes. L'homme se présentait sous une forme semi-solide, il mesurait au moins 1,80 m et tous les enfants pouvaient le décrire avec une remarquable précision. De plus, chacune de leurs descriptions correspondait à celle des autres et il donnait des détails déjà relevés dans d'autres cas de hantise qu'ils n'auraient pas pu inventer. Complétant leurs propos, Doris expliqua qu'elle était victime d'attaques de la part de 3 entités qui la battaient, et pire encore. Parfois les 2 plus petites la maintenaient pendant que la 3e la violait. Ces agressions lui laissaient fréquemment des marques sur le corps, des contusions aux cuisses et à la gorge, qui étaient d'ailleurs visibles. En écoutant la jeune femme, les 2 hommes pensèrent que ses parents l'avaient maltraitée durant son enfance, qu'elle avait subi plusieurs relations abusives avec des hommes, ce qui expliquait probablement les profonds traumatismes dont elle semblait souffrir. Depuis, il y avait des tensions évidentes entre les 3 garçons et leur mère, surtout avec l'aîné, qui semblait plein de ressentiment envers elle. Et l'ambiance était extrêmement tendue. Dès qu'ils sortirent de la maison, les enquêteurs, pensant qu'elle avait perdu l'esprit, se mirent à rire. Il avait accepté d'écouter son histoire, mais maintenant qu'il l'avait entendue, ils allaient lui conseiller de consulter un psychiatre. Cependant, quelques jours plus tard, Doris appela Kerry Keynor, lui affirmant que des amis étaient venus lui rendre visite et qu'ils avaient été témoins d'une apparition. En apprenant cette nouvelle, les enquêteurs qui espéraient pouvoir assister eux aussi à quelques phénomènes décidèrent d'y retourner. En rentrant dans la maison, ils remarquèrent une nouvelle fois une étrange pression dans leurs oreilles internes, mais également une forte odeur de pourriture. Puis, en pénétrant dans la chambre de Doris, ils s'aperçurent que la pièce était étrangement froide. Et peu de temps après, les premières manifestations commencèrent à se produire. De petits éclats de lumière très brefs apparurent. Les 2 hommes tentèrent alors de les prendre en photo,
mais ils étaient si rapides qu'ils ne purent les capturer, ni avec leur Polaroid et avec la caméra 35 mm qu'ils avaient apportée. Un peu plus tard, alors que le docteur Keynor parlait avec le fils aîné de Doris, celui de 16 ans, debout dans la cuisine, la porte inférieure d'une armoire s'ouvrit brusquement et une casserole en sortit en volant. Projetée à plus d'1 mètre du meuble, craignant une supercherie, le chercheur fouilla immédiatement le buffet, mais personne n'était caché dedans et il n'y avait rien d'anormal. Lors de cette visite, l'une des amies de Doris, une certaine Candy, se disait médium, était également présente. À un certain moment, elle appela les enquêteurs, criant qu'elle sentait une présence dans la chambre, et immédiatement, les docteurs Taft et Keynor coururent vers elle. Soudain, de petites lumières apparurent, et la médium s'écria « Le fantôme est dans l'angle », visant le coin de la pièce. Les deux hommes prirent une photo, mais elle semblait complètement ratée, blanchâtre et sans grand intérêt. La jeune femme cria une nouvelle fois « Il est dans le coin !» Mais de nouveau, le cliché sortit flou. À ce moment-là, pensant que l'appareil ne marchait pas, le docteur Keynor prit une photo de contrôle qui se révéla parfaitement normale. Brusquement pris d'un doute, il demanda à Candy si le fantôme avait disparu, et la jeune femme lui répondit par l'affirmative. Quelques secondes plus tard, il prit une seconde photo, et elle se révéla parfaite. Soudain, la médium s'exclama. « Il est juste en face de mon visage !» Visant Candy, les deux hommes s'empressèrent de prendre un nouveau cliché, et le résultat fut sidérant. Les rideaux derrière elle et les boutons de sa robe étaient parfaitement nets, mais tout son visage semblait effacé. Candy s'écria alors « Il est en plein devant mon visage !» Étonnamment, son visage était à nouveau effacé, mais les détails de le reste de l'image restaient visibles. À ce stade, le docteur Keynor voulut prendre une autre photo de contrôle. Il demanda à la médium de le prévenir quand le fantôme serait parti, et quand elle le lui dit, il prit un cliché. Il était impeccable. Donc voilà, la vidéo n'est pas forcément finie, mais je vais faire en plusieurs parties. Donc là actuellement, avec tout ce que j'ai dit pour vous, est-ce fake ou réel? Parce que certaines disent que c'est une histoire fake, d'autres disent que c'est une histoire réelle. Pour moi, pour en arriver à des extrémités, moi je ne crois que ce que je vois. Donc après, est-ce fake ou est-ce réel? Après, c'est sûr que là, je peux pas voir des faits qui se sont passés dans le temps, quoi. Mais pour moi, il y a certains éléments qui restent encore louches. Peut-être allons-nous éclaircir ça avec la deuxième partie de la vidéo. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, il y a encore certains trucs qui me semblent un peu louches. On verra ça par la suite. J'essaierai également de vous prendre la bande-annonce du film pour vous la mettre et tout. Et puis on en rediscutera au fur et à mesure des vidéos qui passeront. Sur ce, c'était Priscilla et moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. A plus!